A-t-on un jour qui, comment, par qui a été organisée, pensée la fameuse opération secrète des Ukrainiens menée la semaine dernière sur le sol russe? Vous le savez, une quarantaine de bombardiers russes mis hors service. Eh bien, un premier nom est sorti ce week-end. Le profil est assez étonnant et c'est Jade Partouche qui va tout nous raconter. Donc, un personnage, un DJ, on s'y attendait pas forcément, qui serait derrière cette opération toile d'araignée. Vous allez voir, on parle de cet homme qui est devenu effectivement en quelques jours l'ennemi public numéro 1 de Moscou. Celui que vous voyez là serait en fait en quelque sorte un espion missionné par Kiev. Vous allez voir, on se croirait vraiment dans une série d'espionnage. Sa force, elle saute aux yeux. Il n'a absolument pas l'allure d'un des hommes les plus recherchés du pays. Lui, c'est Artem Timofeev, DJ russe, donc vous le disiez à l'instant, 37 ans. Il est originaire de Donetsk, mais il est arrivé en Russie en 2016, juste après son mariage. Il s'est fait naturaliser russe. Il a été DJ, donc il a baigné dans le monde de la nuit pendant un nombre incalculable d'années. Puis récemment, fin 2024, il a créé une entreprise de transport routier. C'est très clairement le premier pas vers ce qu'il sera ensuite l'un des plus gros coups de pied de Kiev, à savoir cette fameuse opération toile d'araignée. C'est en fait grâce à ces camions que les 117 drones ont pu pilonner les bases aériennes russes. Artem Timofeev aurait en fait commandité cela en appelant les conducteurs de 4 camions de son entreprise, en leur indiquant ce jour-là précisément où ils devaient se trouver, précisément ce qu'ils devaient faire pour permettre aux drones de prendre leur envol. Si rien ne met la puce à l'oreille au Kremlin, c'est parce que très clairement la couverture est impeccablement bien ficelée. Même elle, sa femme, est un personnage clé. Ekaterina, 35 ans, romancière érotique, styliste, très active sur les réseaux sociaux. Mais c'est en fouillant en fait son passé que les services secrets russes ont découvert très clairement un CV qui avait de quoi éveiller les soupçons. C'est une ancienne diplômée de fac de droit et de l'Université nationale de défense de l'Ukraine. Elle dirigeait une ONG qui était dédiée justement aux forces spéciales de Kiev. En 2019, c'est ce que nous apprennent nos confrères du Parisien, elle aurait officiellement postulé pour être vice-ministre de la Défense de Volodymyr Zelensky. C'est incroyable. 3 jours après le déclenchement de cette opération araignée, le couple aurait annoncé en fait partir au Kazakhstan pour célébrer leurs 9 ans de mariage. Et depuis, aucune nouvelle. Leur résidence, elle se trouve ici. Elle a été, donc on est à quelques centaines de kilomètres de Kazakhstan. Elle a été intégralement vidée. La voiture a été retrouvée près de la gare. Les réseaux sociaux de la jeune femme ont tous été supprimés. Les deux se sont littéralement volatilisés. Alors, est-ce qu'ils sont au Kazakhstan? Est-ce qu'ils sont en Ukraine? Pour l'instant, bien évidemment, aucune piste. Ce qui est sûr, c'est que la Russie les traquera jusqu'au bout. Ou sans doute. Merci beaucoup, Jade. Justement, on va se rendre à Moscou, rejoindre notre correspondant Jérôme Garraud. Bonjour, Jérôme. Comme le dit Jade, on imagine que ce couple ne va pas être lâché par les autorités russes. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle beaucoup en Russie en ce moment? Bonjour à tous. Alors non, on en parle très peu. J'ai essayé un petit peu de pêcher ce que je pouvais là dans la presse russe. Alors vous avez bien quelques articles qui datent de 5 ou 6 jours sur les sites internet de la presse locale, par exemple, dans la presse de l'Oural. Mais encore une fois, il y a assez peu de choses. Il faut dire aussi que cette opération est quand même assez peu glorieuse pour Moscou. Donc ça, c'est pas très étonnant. Alors il y a quelques curiosités. Je vous en ai gardé une pour ce direct. Le fait que la presse se concentre sur évidemment ce DJ qui serait à l'origine, enfin l'un des organisateurs de cette opération, mais surtout sur sa femme, qui est présentée, j'ouvre les guillemets, comme une sorcière. Elle se présenterait elle-même comme une sorcière, tatoueuse, auteur avec un E, autrice de romans hétérotiques. Vous voyez, pour les sites, les médias russes qui en parlent, il s'agit de présenter un couple marginal. Ce couple qui a d'ailleurs fui la Russie quelques jours auparavant, vous le disiez, avant l'opération toile d'araignée, et qui pour l'instant se trouve toujours dans un lieu inconnu. Mystérieux tout ça. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été en direct de Moscou cet après-midi. Vincent, je me trouve naturellement vers vous parce que Jade disait ça a tout d'un film. Moi, je dis ça a tout d'un roman, comme pourquoi pas, mais comme pourquoi pas service action. Est-ce qu'on pourrait parler de ce qu'on appelle des espions clandestins, c'est-à-dire que ce sont des Ukrainiens qui sont venus vivre en Russie de façon tout à fait essayer de se fondre dans le décor jusqu'à être réactivés, activés au dernier moment? Ouais, ce sont des clandestins dormants. Ouais. Qui ont été placés en sommeil, puisqu'ils sont arrivés il y a 9 ans en Russie. Donc ça fait 9 ans qu'ils se coulent dans la société russe. Ce qui est très curieux quand même, c'est que leur environnement, leurs activités n'aient pas été criblées par le FSB, notamment quand on observe les activités d'Ekaterina, donc l'épouse d'Artem. C'est extrêmement curieux qu'il n'ait pas été surveillé de plus près.
Mais en tant que quoi surveiller pourquoi Parce que s'occupant d'une ONG, militante, c'est tout à fait incroyable. Révélant un peu plus tout de même les failles des services de sécurité russes, les très grandes failles, mais ça c'est normal, ils peuvent pas être partout, mais néanmoins. Sur le profil aussi, évidemment ce sont des informations qui proviennent une nouvelle fois de la Russie, donc on met la focale sur ce couple qui est un espèce de couple maléfique, on voit bien la personnalité d'Ekaterina, donc c'est facile de les détester de la part des Russes si cette affaire est mise en avant par la propagande russe. Mais c'est le profil d'Artem qui m'interpelle un peu plus. Vous savez, le milieu de la nuit, alors ça Jérôme Garraud, je ne sais pas si Jérôme connaît très bien le milieu de la nuit à Moscou, mais le milieu de la nuit, ça permet de se faire énormément de connexions, de réseaux, d'apparaître comme sympathique, d'être dans la proximité de gens parfois de pouvoir qui font beaucoup la fête à Moscou. Les pouvoirs moscovites sont aussi des pouvoirs interlopes, sont des gens qui jouissent de la vie. Donc c'est assez intéressant d'utiliser un DJ comme couverture. Magali ? Alors après, en effet, la focale est mise sur ce couple, certainement sciemment aussi du côté russe. C'est-à-dire que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ça évite de se poser aussi trop de questions sur tout le reste, parce qu'il n'y a pas 2 personnes qui ont mené certainement cette opération. Et certainement que c'est un maillage plus important. Mais ils font partie du maillage. Ils font partie, mais c'est vrai qu'ils ont le profil type à détester. C'est vrai que pour le profil de cette Ekaterina, qui écrit des romans érotiques, qui est quand même présentée comme une espèce de... je sais pas, de sorcière, de marginale. Enfin, tout ça donne un peu l'ennemi qu'on adore détester. Le véritable héros ukrainien de toute cette affaire reste le patron du SBU, le patron des services secrets ukrainiens. Vous savez qu'on a vu à 2 reprises devant des photos en train de regarder la première, la carte des bases aériennes qui allait être frappée par ces drones ukrainiens. La deuxième fois, exactement dans la même position, devant le pont de Crimée qui venait d'être attaqué. C'est lui le véritable ennemi aujourd'hui de la Russie. Et il faut faire attention aussi à ne pas pas tomber complètement dans le panneau de l'écran de fumée, qui est aussi intéressant à mettre en place du côté de la Russie, pour aussi expliquer et minimiser peut-être les défaillances, décrédibiliser en tous les cas ceux qui seraient à la manœuvre. Mais quand Jade dit le Kremlin ne va pas les lâcher, elle a raison. Non, mais ils sont plus au Kazakhstan. Ah oui, c'est ça. Ils sont plus au Kazakhstan parce qu'au Kazakhstan, les services de sécurité russes sont tellement puissants. Il y a une interopérabilité entre les services kazakhs et les services russes qu'ils ont utilisé le Kazakhstan peut-être comme SAS, mais ils sont déjà en Ukraine. Ils sont déjà loin. En tout cas, ils sont partis quelques jours avant l'opération. Oui, mais Magali a tellement raison. C'est vraiment un maillon de la chaîne, sur une opération qui peut mobiliser jusque 150 à 200 agents à peu près. Alors sur cette opération qui ont mené, donc ils font partie c'est un des maillons de cette chaîne qui a mené cette vaste opération secrète spectaculaire, encore une fois, des Ukrainiens sur le sol russe. Certains ont même parlé du Pearl Harbor russe, tellement c'était assez énorme ce qui s'est passé. Écoutez, sur cette opération précisément, le commandant suprême pour la transformation de l'OTAN. En fait, on revient aux fondamentaux de la guerre, c'est-à-dire qu'à la guerre, tous les coups sont permis, et la parole est à l'innovation du concept, de la tactique, etc. Ce qu'ont fait les Ukrainiens en Russie, c'est un cheval de Troie. Cheval de Troie, c'était quelques milliers d'années avant notre ère. Donc on a aujourd'hui, en fait, on voit ce genre de tactique réautorisée par finalement la créativité technique et industrielle. Encore une fois, colonel, on n'invente rien. On n'invente rien, mais en même temps, encore une fois, je rejoins totalement Vincent et Magali. Bien évidemment, c'est Vasil Maliou qui a 42 ans, qui est le patron du SBU, qui est aujourd'hui, c'est la tête pensante de tout ça. Après, il y a une exécution. L'exécution, ils ont activé des réseaux dormants, comme vous l'évoquiez il y a 30 secondes. Il y a des réseaux dormants qui ont été activés et qui font ce qu'il faut. Ils font ce qu'il y a à faire, puisque cette préparation, elle dure depuis des semaines, voire des mois, etc. Donc il y a les camions. Moi, ce qui est très intéressant, au-delà de l'acte combattant avec les drones, etc., à mon avis, qui ne m'impressionne pas trop, parce que les Ukrainiens le font régulièrement. Je veux dire, à la limite, on peut le faire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le fait d'y être, le fait de pouvoir amener une telle quantité de drones à proximité d'un aéroport. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, les services de renseignement ukrainiens étaient bien préparés, bien organisés, tout ce qu'il fallait. Vous sous-entendez que pour toute cette masse de drones sur le territoire russe,
utilisé contre des objectifs russes, forcément, il y avait plus de 2 personnes. Bien il y en avait d'autres. Bien évidemment, on le saura peut-être un jour, des dizaines. Vous vous rendez compte, il faut préparer, amener les camions, il ne faut pas que ça se voit, pas que ça se sache, il ne faut pas que personne ne parle. Donc c'est un environnement qui est extrêmement compliqué. Encore une fois, l'exécution de cette opération qui a été probablement inventée par le SBU il y a quelques mois ou quelques années. 1 an et demi. Voilà, c'est ce qu'on dit. Bon, pourquoi pas, on va dire 1 année pour faire court, comme ça fait une jolie petite moyenne. Et à partir de là, bien évidemment, il faut une exécution. Donc ces gens-là sont les agents qui ont été préparés, qui ont été entraînés, ils sont prêts à ça. Et probablement qu'il y avait même une solution de rechange. Au cas où les camions n'auraient pas fonctionné dans ce genre d'opération, on met en place une solution 2, une solution 3, qui aurait été activée en fonction d'eux. Encore une fois, c'est une action symbolique, tout simplement. Donc, encore une fois, en soi, l'opération, elle est facile à faire, parce que techniquement, ces drones qui décollent et qui tapent, c'est pas compliqué. Par contre, c'est tout ce qu'il y a autour, là, qui est vraiment extrêmement sophistiqué. Ouais. Et vous voyez, par exemple, sur une opération comme ça, Artem Timofeev, il y a de très grandes chances qu'il ne savait pas exactement ce qui se trouvait dans les conteneurs. Et qu'il ne connaissait pas la cible finale de ces... Parce que visiblement, il donne l'ordre à ses chauffeurs d'aller ici, et de s'arrêter, de se parquer, mais il ne savait pas nécessairement ce qui se trouvait dans les conteneurs. Ça veut dire que lui, il est réactivé à ce moment-là, à ce moment-là, mais il y a d'autres intervenants, eux aussi, des agents dormants qui sont activés, mais ils n'ont pas de contact les uns avec les autres. Et son couloir de nage, c'est de faire parquer ces camions à un endroit précis, à partir desquels les drones FPV vont décoller, donc du toit des conteneurs. Mais il était certainement en position d'inconscience par rapport à l'action finale. Et sa couverture, c'est ce qui garantit d'ailleurs, c'est ce qui garantit la réussite de ce type d'action. C'est-à-dire que s'il est capturé ou quoi que ce soit, il ne sait absolument pas de la finalité de l'opération. Donc DJ, c'est une couverture. DJ, c'est une couverture. Excellente couverture. Ce que vous disiez, parce que ça permet de faire beaucoup de rencontres la nuit. Oui, d'avoir des complicités, de pouvoir rencontrer des hauts gradés, des oligarques, Non, c'est une excellente couverture. Il faut se méfier des DJ de renom. Bon, d'accord, merci. Certains DJ de renom français apprécieront, parce qu'on en a quand même pas mal. Ce qui est intéressant, c'est quand même ce que disait ce responsable de l'OTAN sur ce cheval de Troie. Et la menace que ça fait peser, au-delà de ce qui s'est passé en Ukraine, finalement, sur nos bases militaires à nous. Je sais qu'aux États-Unis, notamment, le débat monte énormément sur, en effet, s'il est si facile de faire rentrer des camions, de les poster à côté de bases ultra sensibles et d'avoir des drones qui vont taper comme ça des bombardiers. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, le débat il monte. À quoi ça sert de mettre en place un dôme d'or, comme le dit Donald Trump, de dépenser des milliards et des milliards pour renforcer tout l'arsenal antimissile, si tout ça peut être détruit par quelques drones. Ça fait quand même réfléchir beaucoup de monde, que ce soit en France, aux États-Unis, enfin chez tous les membres de l'OTAN. On a vu qu'il y a eu c'est pas un basculement parce qu'on le voit pas à l'œil nu, mais il y a quand même une prise de conscience depuis, donc c'était dimanche de la semaine dernière, on se dit la guerre c'est aussi ça aujourd'hui. Et en fait, chaque nation est vulnérable. Alors, sans trahir de secret, parce que je ne suis pas là pour le faire, puis encore une fois, on est entre tous les quatre. Oui, personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute, bien évidemment. Moi, je travaille sur des groupes de réflexion sur les guerres de demain, parce que c'est complexe, et on voit bien que ce genre d'opération, s'est intégré. Honnêtement, en France, on travaille, et en Europe, on travaille beaucoup ce genre de sujet, parce qu'en même temps, à partir de tout ça, vous pouvez déstabiliser avec tout ce qui est les attaques cyber qu'on a. Rappelez-vous, Viginum, tout régulièrement, des attaques numériques qui viennent de Russie, etc. Donc on est sur un modèle qui a pris conscience, aujourd'hui on a pris conscience de la menace et du risque qui était lié à cette menace. Donc on est vraiment dessus. Maintenant le problème, c'est la dilution de cette menace. C'est extrêmement difficile parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux personnages avec 3 camions et 4 machins qui arrivent à faire des dégâts symboliques extrêmement importants. Donc cette dilution fait qu'il faut une montée en gamme de la protection. Je prends un exemple concret. Depuis la fin de l'URSS, on a quasiment arrêté de parler de ce qu'on appelait la défense opérationnelle du territoire, la DOT, parce qu'on considérait que c'était les dividendes de la paix, que tout allait bien, etc. Là, on reprend conscience qu'il faut impérativement recréer quelque chose pour surveiller, contrôler, etc. Donc il faut recréer une organisation qui appartient en général au SGDSN, donc qui est dans la main du Premier ministre. Pourquoi ? Parce que c'est de l'interministériel. Donc il faut recréer une structure qui coordonne, comprenne ces problématiques d'attaque intérieure. Et l'armée, c'est pas son métier premier. Et plus de la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, mais il faut une structure qui
organise l'ensemble des ministères. Donc, encore une fois, cette guerre en Ukraine nous fait prendre conscience à nouveau notre propre faiblesse, je termine là-dessus, l'idée potentielle d'éventuellement de recréer une espèce de garde nationale française, ou en tout cas des réservistes. On parle de 200 ou 300 000 quand même. Hein. Pierre a raison en parlant de vulnérabilité, parce que le grand danger que j'entrevois, c'est la déclinaison terroriste, tout ça. Bien sûr. C'est-à-dire que n'importe quelle organisation terroriste, à très peu de frais, peut se munir de ce type d'armement et créer de très très gros dégâts pour nos démocraties. Magali est d'accord avec vous, puisqu'elle dit bien sûr, c'est une évidence, vous y avez c'est un véritable défi de voir ce que les Ukrainiens peuvent faire. Ça nous met aussi face à des vraies responsabilités et à peut-être une remise en cause, en effet, de la façon dont on défend certains sites stratégiques. Ça oblige en tous les cas à une véritable réflexion. Bon,